France 24 et Public Sénat présentent. Merci de nous rejoindre à Strasbourg, au Parlement européen, où un homme est très attendu depuis des mois. Il s'agit d'un certain Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, Premier ministre ultra-conservateur. Son pays occupe depuis juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. Et son discours devant le Parlement européen a été reporté à plusieurs reprises. Une première fois en juillet pour ne pas gêner la nomination du nouvel exécutif européen. Et puis une seconde fois en septembre, Viktor Orban a décidé de rester finalement dans son pays frappé par de violentes inondations. Oui, alors ces rendez-vous manqués en disent long, en tout cas sur les relations tendues entre Bruxelles et le dirigeant hongrois, éternel trublion dans ce club européen des 27. La Commission européenne a souvent d'ailleurs frappé au portefeuille la Hongrie pour non-respect de l'état de droit, régression de la liberté de la presse, des droits des ONG, des minorités ethniques et sexuelles ou encore perte d'indépendance de la justice. Sur le conflit ukrainien, Viktor Orban a parfois menacé de mettre son veto à l'aide à l'Ukraine. Et en juillet dernier, à peine arrivé à la tête du Conseil de l'UE, le dirigeant hongrois est allé à Moscou serrer la main de Vladimir Poutine, puis à Pékin rencontrer Xi Jinping pour parler paix, une initiative assez individuelle, critiquée en tout cas par ses partenaires européens. Alors sur ce plateau aujourd'hui, 2 eurodéputés et deux bons connaisseurs de la Hongrie. András László, bonjour. Vous êtes eurodéputé hongrois, membre du Fidesz en Hongrie, le parti de Viktor Orban. Et ici, au Parlement européen, vous êtes membre du groupe des Patriotes pour l'Europe, à l'extrême droite de l'hémicycle. Un groupe d'ailleurs créé à l'initiative de Viktor Orban, qui s'est allié notamment avec le Rassemblement national français. Chloridel, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, vous êtes membre du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen et du Parti socialiste sur la scène politique française. Monsieur László, Viktor Orban, on le disait, il est à la tête de cette présidence tournante de l'Union européenne depuis le 1er juillet, enfin son pays en tout cas, mais il n'a pas pu s'exprimer devant le Parlement européen, c'est assez paradoxal. Son discours aura peut-être lieu le 9 octobre, sauf un nouveau report ou annulation complète. On ne comprend pas bien comment cette présidence hongroise, pour 6 mois, peut être une réussite à ce stade. La présidence hongroise a commencé en juillet. Nos priorités étaient présentées par le gouvernement. Il y a une priorité horizontale, je dirais, c'est la compétitivité européenne, rétablir la compétitivité européenne et relancer l'économie européenne, puisque si on pense aux derniers mois et dernières années, avec la guerre, avec la crise énergétique, avec la situation à propos de l'inflation, ce qu'on voit, c'est que la vie est devenue plus dure pour les Européens et il y a des conséquences. C'est la conséquence de la situation économique. Donc notre priorité, c'est la compétitivité européenne, comme d'ailleurs il y a le rapport de M. Draghi sur le même sujet. Est-ce qu'on pourrait avoir un compromis à la fin de la présidence? Il faudra voir. Chloridel, alors le discours de Viktor Orban devant les eurodéputés a été reporté à plusieurs reprises. Il pourrait avoir lieu en octobre. Est-ce que vous, en tant qu'eurodéputé social-démocrate, vous irez écouter Viktor Orban ou est-ce que vous préférez un boycott politique car vous n'avez pas la même vision de l'Europe que lui? Je n'ai certainement pas la même vision de l'Europe que lui. S'il vient, je crois que la position majoritaire dans notre groupe est d'aller non seulement l'écouter, mais d'aller surtout lui demander des comptes. Moi, ce que je crois personnellement, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il vienne devant ce Parlement, puisque nous sommes ici dans l'institution européenne de la démocratie, et ce monsieur n'a pas de respect ni pour la démocratie, ni pour l'Union européenne. Donc je crois que le fait qu'il vienne s'exprimer ici, que nous l'accueillons ici, on aurait pu tout aussi bien s'en passer. Dans son dernier rapport sur l'état de droit, d'ailleurs cet été, la Commission estime que la Hongrie, je cite, est un véritable problème systémique en matière d'état de droit et pointe les manquements en termes d'indépendance de la justice, de lutte contre la corruption et de pluralisme des médias. Des dizaines de milliards d'euros de fonds européens sont toujours gelés. Pour cette raison d'ailleurs, est-ce que vous faites des efforts pour respecter l'état de droit ? On fait des efforts pour récupérer ces argents qui appartiennent à la Hongrie. Il y avait un deal il y a quelques années lors des négociations pour le budget européen qui dure 7 ans. Et
dans cette négociation, le compromis était que chaque pays reçoit certaines sommes d'argent pour des buts. Ça a été quand même soumis au bon respect de l'état de droit. Ce n'est pas des critiques d'état de droit, c'est des critiques politiques très ouvertement de ces derniers mois et la dernière année. Madame von der Leyen a très ouvertement dit que le problème avec la Hongrie, c'est en fait le fait qu'on défend nos frontières contre l'immigration illégale. C'est qu'on a adopté une loi qui met le droit des parents et protège les enfants contre toute propagande sexuelle dans les écoles. Et donc, ils en parlent très ouvertement. C'est ça le problème, Kyolo Heyridell. Le fait que aujourd'hui la Hongrie est un régime autoritaire et de dire ça, ça n'est pas une critique politique puisque c'est un fait documenté par de nombreuses associations, de nombreuses ONG et par ce Parlement lui-même qui a déclenché contre la Hongrie la procédure dite de l'article 7 qui est dans le traité de l'Union européenne et qui vise à sanctionner des pays pour non-respect de l'état de droit. Et moi, je veux dire que Viktor Orban est le symbole de la banalisation des idées d'extrême droite sur notre continent depuis cela 20 ans, puisque c'est quelqu'un qui a inventé le concept de démocratie illibérale, qui dévoie totalement la notion même de démocratie, qui, dans son pays, a totalement éradiqué la liberté de la presse et des médias. Il faut savoir que 80% des médias en Hongrie sont détenus par une fondation qui s'appelle KESMA et qui est proche du Fidesz. Il n'y a plus de liberté de la recherche, il y a une stigmatisation des minorités sexuelles, religieuses, des migrants et désormais un discours ouvertement raciste de Viktor Orban qui nous explique qu'il faut l'homogénéité raciale en Europe, qu'une nation se construit sur l'homogénéité ethnique. Tout ce discours-là, M. Orban le tient et tout ce qu'il fait, il l'a fait à visage découvert. C'est-à-dire qu'il avance de façon impunie depuis 15 ans et nous l'avons laissé avancer et je veux terminer par là. Je prends toujours l'exemple pour montrer à quel point la banalisation des idées d'extrême droite s'est installée sur le continent européen de 2001 où un parti d'extrême droite est arrivé au pouvoir dans la coalition en Autriche. Et à cette époque-là, la Commission avait non seulement pris des sanctions contre l'Autriche, mais avait demandé à l'ensemble des pays de l'Union européenne de rompre leurs relations bilatérales avec l'Autriche. Aujourd'hui, on va comme ça accueillir M. Orban 25 ans plus tard au Parlement européen et on voit que Mme Ursula von der Leyen nomme à la Commission européenne un vice-président, lui aussi issu d'un parti d'extrême droite et proche de Mme Meloni. Donc on voit que grâce à M. Orban, il y a eu un rapprochement entre la droite et l'extrême droite sur le continent européen et une progression des extrêmes droites. Et ça, c'est dangereux pour la démocratie. Mon parti, Fidesz, a été réélu 4 fois maintenant au gouvernement. Nous avons une majorité très large en Hongrie dans le Parlement. Notre soutien lors des élections européennes était la deuxième plus forte en toute l'Europe. On a une compétition très forte parmi les partis en Hongrie. Ah bon. Et on gagne les élections puisque nos politiques qu'on propose, les politiques qu'on exécute, sont très populaires parmi les Hongrois. Et c'est comme ça que la démocratie, ça marche. Les médias étaient détenus à 80% par voilà, est-ce qu'on peut... J'entends votre argument puisque M. Orban le répète, il dit « Je suis le chef d'État qui est le plus de longévité ». Aujourd'hui en Europe, puisqu'il est au pouvoir depuis 2010. Mais peut-on parler de démocratie et de légitimité démocratique du parti au pouvoir quand il n'y a plus de liberté de la presse, quand il n'y a plus de liberté de la recherche, quand les moyens de l'État sont utilisés au bénéfice de la campagne électorale de M. Orban? C'est une parodie de démocratie. Donc vous ne pouvez pas évoquer cet argument pour en fait éradiquer toutes les critiques contre M. Orban. Ce n'est pas le nombre de médias ou de journaux qui compte, c'est l'effet sur le débat qui se passe dans l'espace public qui compte. Et on sait très bien que les messages qui sont importants aux socialistes et aux libéraux, ils traversent dans le média et les gens, ils peuvent atteindre les gens comme le média de droite. Alors on va parler de la guerre en Ukraine. 80% des médias sont la propriété de gens proches de votre parti. Beaucoup de petits médias n'est pas nécessairement une dominance. Alors on va évoquer un autre point de divergence, de conflit entre Viktor Orban et le reste de l'Union européenne. On va parler de la guerre en Ukraine et de la stratégie à adopter, notamment pour obtenir la paix, puisque Viktor Orban estime qu'il faut dialoguer avec la Russie pour cesser cette guerre. D'ailleurs, on va écouter le Premier ministre hongrois sur sa stratégie, c'était au début du mois de septembre.
Toutes les bibliothèques des gouvernements européens ont des centaines de livres sur la stratégie pour obtenir la paix. Cette littérature, ajoutée à mon expérience personnelle, me font penser que le premier enjeu est celui de la communication. S'il n'y a pas de communication, la guerre s'aggrave. Et si l'on ne communique pas au bon moment, c'est l'escalade et la situation devient encore plus difficile par la suite. Viktor Orban est allé discuter de la guerre en Ukraine, puis à Moscou, puis en Chine, sans même avoir prévenu ni même échangé avec ses 26 partenaires européens qui n'étaient pas très contents, ça n'est pas très solidaire. Mais ça n'est pas nouveau que M. Orban rompe l'unité européenne affichée dans le soutien à l'Ukraine, puisqu'il s'est opposé à des sanctions contre les oligarques russes proches de Poutine. Il s'est aussi opposé à l'embargo européen sur le pétrole ou sur le gaz russe. Donc cette unité de l'Europe en soutien à l'Ukraine et vis-à-vis de Vladimir Poutine, il n'a fait que la briser depuis le 24 février 2022. Et là, ce qu'il a fait le 5 juillet, donc quelques jours seulement après qu'il ait pris la présidence tournante de l'Union européenne, c'est un crachat à la figure de la résistance ukrainienne. Parce que, je l'écoutais dans votre vidéo, il parle de dialogue. Le dialogue, nous l'avons essayé avec M. Poutine pendant 20 ans. Nous n'avons fait que ça. Et jusqu'à la dernière minute, y compris le président français, M. Macron, qui appelait M. Poutine jusqu'au dernier jour du mois de février 2022. Et M. Poutine, lui, le prenait au téléphone depuis sa salle de sport ou depuis sa piscine. Il n'en a rien à faire du dialogue. Ce qu'il comprend, malheureusement, c'est le rapport de force. Et j'observe que 2 jours après que M. Orban ait été à Saint-Pétersbourg, je crois, rendre visite à M. Poutine, la Russie a bombardé un hôpital à Kiev et l'a entièrement détruit. Cet hôpital, pour que les gens comprennent, c'était l'équivalent en surface de l'hôpital Necker à Paris. Donc c'est comme ça qu'il a répondu à la soi-disant politique du dialogue de M. Orban, oui, qui n'est qu'une politique de la faiblesse. La main tendue n'a pas donné beaucoup d'effet. C'est vrai que vous avez un rapport à la Russie qui est à contre-courant du reste de l'Union européenne, avec un passe-droit pour ce qui est de continuer à vous fournir en pétrole, etc., parce que vous dites que vous ne pouvez pas vous en passer. Avec aussi, vous avez mis en place quand même finalement la possibilité d'avoir des cartes d'identité pour les Russes et Biélorusses, ce qui inquiète beaucoup les autres Européens, des visas de 2 ans en quelque sorte. Pourquoi une telle proximité, une telle ambiguïté sur la question ukrainienne ? Tout d'abord, ce n'est pas la Hongrie qui rompt l'unité européenne. Si on regarde les sanctions, il n'y a toujours pas de sanctions sur le gaz russe. Il y a tous les pays, ou beaucoup de pays européens, qui importent toujours du gaz russe, que ce soit sur des gazoducs ou du gaz LNG. Ça ne change rien, c'est du gaz russe sur le marché européen. Il n'y a pas de sanctions sur le gaz russe aujourd'hui, puisque justement, il n'y avait pas d'unité. C'était la même chose avec le pétrole. Il y a un régime de sanctions contre le pétrole, mais il n'y a pas que la Hongrie qui a une exemption là-dessus. C'est aussi l'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque, et leur politique vis-à-vis de la guerre et la Russie est très différente de la nôtre. Mais quand même, ils ne vont pas voir Vladimir Poutine, en tout cas. C'est la même réalité pour eux au niveau énergétique. En ce qui concerne les négociations et les efforts diplomatiques, j'aimerais bien voir que tous les leaders européens, que ce soit Mme von der Leyen, M. Borrell ou président Macron ou quiconque, fassent des efforts pour avoir des négociations. Ce n'est pas une visite qui va changer des choses. Et encore une chose, vous avez mentionné maintenant plusieurs fois que M. Orban est allé à Moscou. Oui, mais 2 jours avant, il est allé à Kiev. Il a justement d'abord parlé avec M. Zelensky. Et c'est après qu'il est allé chez M. Poutine. Et c'est après qu'il est allé à Pékin en son nom propre. Et dans une lettre qui est publique, il a donné un compte de ce qui s'est passé lors des négociations et quelles sont, selon lui, la possibilité pour l'Europe de rétablir la paix en Europe. Dernier mot sur l'immigration, puisque le gouvernement hongrois menace actuellement la Commission européenne d'envoyer, je cite, des bus de migrants à Bruxelles, car la Hongrie de Viktor Orban refuse de payer une amende de 200 millions d'euros pour non-respect du droit d'asile. Chloridel, est-ce que vous dites que Viktor Orban est en train de gagner la partie sur le ton vis-à-vis de l'immigration ? Ah oui, ça j'en suis convaincue. Je pense que c'est lui qui, au moment de ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015, cette arrivée de Syriens qui fuyaient la guerre, M. Orban s'est saisi de cette crise humanitaire terrible
pour faire avancer sa vision catastrophique et xénophobe des migrations, pour refuser l'entrée à ces gens, ces femmes, ces enfants qui fuyaient les bombes. Et depuis, en fait, il a fait de nous un continent angoissé vis-à-vis de la migration, à tel point que quand on veut nous faire du mal maintenant, on nous fait ce qu'on appelle du chantage migratoire. Il suffit d'acheminer quelques migrants à nos frontières pour créer de la crise politique. Donc il nous fragilise aussi par cette espèce de discours complètement ahuri et irrationnel vis-à-vis des migrations, parce qu'il y a toujours eu des migrations dans l'histoire de l'humanité. L'Europe en prend une très faible part. C'est faux de dire, comme il le fait, qu'il y a une submersion migratoire. Il faut contrôler les flux qui nous arrivent, mais il faut le faire dans la solidarité européenne. Et il faut qu'on se répartisse les flux des gens. Et ce que veut M. Orban, c'est de perpétrer le chaos dans la politique d'accueil, parce que c'est ça qui, quelque part, est dans son intérêt. On veut justement l'inverse. En Hongrie, la crise migratoire n'est plus un issue. On n'a pas de problème migratoire et on n'a pas de vision catastrophique de la migration. On a tout simplement tiré les leçons de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède. Et on s'est dit, on a l'avantage de voir de ce qui se passe des années plus tard, des décennies plus tard. Et on s'est dit, on a cet avantage-là. Donc les gens qui fuient la guerre, vous n'en avez rien à faire. Vous êtes une île au milieu d'un océan de misère et de malheur et de guerre, mais vous n'en avez rien à faire. On a pris tous les réfugiés ukrainiens dès le premier jour. Ah oui, parce qu'ils sont blancs et chrétiens, c'est vrai. Donc vous êtes en fait juste raciste dans votre vision du droit d'asile. Mais là, je vous parle de la différence entre les Syriens et les Ukrainiens telle que vous l'avez faite. La défense de nos frontières Schengen, c'est une exigence de la part de l'Union européenne. On veut respecter les lois Schengen, on veut défendre les frontières de l'Union européenne, mais il faut comprendre que tous les réfugiés du monde n'ont pas le droit de venir en Europe. Mais ils ne viennent pas en Europe, tous les réfugiés du monde, monsieur. Et merci à tous les deux. Ils vont essentiellement dans les pays voisins. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes où l'actualité continue.